Mesdames et messieurs, rebonjour, merci de nous rester fidèles. Nous sommes en fin d'année scolaire et nous avons choisi ce dimanche 14 juillet 2024 de nous attarder sur ces examens de fin d'année. Plus particulièrement, nous allons parler d'enseignement secondaire, technique et de formation professionnelle. Le fil d'Ariane de notre entretien de ce matin sera le BEPC. Ce BEPC est une nouvelle formule puisque vous le savez certainement, l'édition de cette année est venue ouvrir une nouvelle page pour cet examen sanctionnant la formation ou l'enseignement secondaire. Nous allons en parler en long et en large. Nous reviendrons bien évidemment sur les petites mains, on va dire, de l'enseignement secondaire. Je veux parler des enseignants et de cette caste particulière que constituent les AME. Nous allons revenir sur leurs conditions. Nous allons évoquer également l'enseignement technique et la formation professionnelle. Très spécifiquement, nous allons évoquer ces lycées techniques qui sont censés venir quelque peu réorienter l'enseignement à ce niveau et former et préparer nos jeunes à des métiers plus concrets. Et si le temps nous le permet, nous allons évoquer également le chantier de l'alphabétisation et la promotion des langues nationales. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui un cadre important du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Je veux simplement présenter le directeur de cabinet du ministre, M. Garba Ayouba. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes également inspecteur de l'enseignement secondaire. C'est exact. Je suis un enseignant. Un enseignant de profession. De profession. Voilà. Merci d'avoir honoré notre rendez-vous de ce matin. Je m'en vais vous poser une question liminaire pour débuter cet entretien. Qu'est-ce que ça change fondamentalement déjà, ce BEPC nouvelle formule? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais, avec votre permission et au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, monsieur Kwaro Yves Chabi, vous remercier pour l'invitation à cet entretien et sur des préoccupations relatives à notre sous-secteur. Certainement des préoccupations de notre peuple dans la mise en œuvre des réformes contenues dans le programme d'action de son Excellence, le Président de la République, M. Patrice Talon, qui a eu ce courage de mettre en place un programme audacieux favorable au développement du pays. Donc, en ce qui concerne notre sous-secteur, tel que vous l'avez présenté, nous avons 3 volets. L'enseignement secondaire général, qui regroupe la formation académique classique, d'abord, puis l'enseignement technique et la formation professionnelle, qui conduit au métier et à la profession directement. Troisièmement, enfin, l'alphabétisation et la promotion des langues nationales, dont nous avons hérité depuis décembre 2016 pour éviter l'instabilité institutionnelle et pour être en conformité avec la vocation du ministère. Parce que l'alphabétisation aussi participe de l'éducation des personnes déscolarisées, par exemple. Donc voilà le contexte général. Qu'est-ce que le BEPC nouvelle formule? Nous l'appelons exactement le BEPC réorganisé. Et ça change beaucoup de choses, comme les différents compartiments des réformes initiées dans nos sous-secteurs. En réalité, la réorganisation du brevet d'études du premier cycle est un volet du paquet global qui constitue les réformes de notre sous-secteur. Je les ai présentées de façon désarticulée: l'enseignement secondaire général, l'enseignement technique et la formation professionnelle, l'alphabétisation et la promotion des langues, mais il y a une interaction étroite entre ces différents domaines. Le BEPC,
c'est le brevet d'études du premier cycle. Et par définition, c'est la certification qui consacre la fin du premier cycle, qui va de la classe de 6e à la classe de 3e. Ce que ça change, avant nous avions les séries classiques, série ML, qui initie déjà le candidat à partir de la classe de 4e vers les lettres, les sciences littéraires ou les sciences humaines. De l'autre côté, nous avons les séries MC où le côté sciences dures est davantage renforcé avec les mathématiques et les PCT, physique, chimie, technologie. Mais qu'est-ce qui nous a amené à changer de paradigme? C'est bien évidemment le volet employabilité, puisque depuis les États généraux organisés au lendemain de la conférence nationale et même les différents forums du secteur de l'éducation, le diagnostic a été clair. L'école doit être en lien avec la société et pouvoir répondre aux besoins de la société. La finalité de l'école, c'est de préparer le futur citoyen. Et nous avons constaté que le type d'école que nous avons jusque-là, par rapport aux contraintes de développement, produisait beaucoup de chômeurs. Là, le peuple est unanime à reconnaître qu'il faut réformer l'école. C'est ce qui a été fait. C'est vrai, depuis les indépendances, plusieurs réformes ont été tentées avec ce qui est plus connu, la politique nationale d'édification de l'école nouvelle. Sous la Révolution. Sous la Révolution. Avec de grosses ambitions, mais ça a échoué. En 1989, et le constat a été fait officiellement à la conférence nationale. Il y a d'autres réformes également qui ont été initiées, mais jusque-là, c'est comme un éternel recommencement, ce qu'on appelle le mythe de Sisyphe. C'est pourquoi, et en 2016, le président Patrice Talon avait prononcé la rupture. La rupture avec l'existant. La rupture avec l'école classique. Et il a mis en place le programme d'action du gouvernement avec des piliers et des axes précis. L'essentiel qu'il faut retenir au niveau de tout le secteur de l'éducation, puisque nous sommes ce n'est pas souci d'efficacité que nous avons primaire, secondaire et université. Mais le lien étroit, c'est que à notre niveau, nous recevons les produits du primaire, que nous avons l'obligation de très bien former et de les envoyer au supérieur. Et dans cette vision, le programme d'action du gouvernement promeut un enseignement de qualité et un enseignement technique et professionnel pour résoudre la question de l'employabilité. L'école, par rapport à sa finalité, doit résoudre les questions de développement. Donc c'est pourquoi il y a eu l'adhésion autour de ce programme et tout le monde chantait rupture. À quel niveau sommes-nous? Au niveau de l'enseignement secondaire général, il y a également des réformes. Ça, j'ai oublié de le dire. Il y a ce qu'on appelle la stratégie nationale de l'enseignement secondaire général. Oui. Parce que vous comprenez, si on fait la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en négligeant le volet secondaire général qui produit les apprenants, on aura fait piètre figure. C'est pareil pour l'alphabétisation et la promotion des langues nationales. Parce que le brevet occupe une position médiane de la 6e en 3e, et l'apprenant a plusieurs choix
il peut choisir la voie qui le conduit vers l'université, les études supérieures, après le succès à la fin du second cycle en classe terminale, ou bien envisager la voie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous comprenez que s'il est un intellectuel handicapé, mal formé, c'est qu'au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la profession prendra un coup parce que le cursus aura été mal élaboré. Donc, c'est pourquoi, au niveau de l'enseignement secondaire général, pour donner beaucoup de scientificité à nos cadres, nous avons voulu obtenir un brevet unique. Ce n'est même pas une nouveauté. De notre génération, nous avons vécu cela. Nous faisions la physique et chimie jusqu'en classe de seconde. Donc, en soi, cela rejoint la vision du gouvernement du président Patrice Talon, qui veut promouvoir les sciences également. Parce que vous constatez qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des difficultés dans nos établissements scolaires en matière de pénurie d'enseignants, surtout les mathématiciens. Ils sont rares. C'est une évidence. PCT, c'est pareil. Et une des voies royales pour régler ce problème, c'est la promotion des sciences. Donc, au niveau du programme d'action du gouvernement, il est prévu la construction de 6 lycées scientifiques, 6 lycées d'excellence dans chaque bidépartement. Et pour encadrer la mise en œuvre de ces lycées scientifiques, il est de ces 6 lycées scientifiques, il est prévu la construction de 2 écoles normales supérieures scientifiques également, à Parakou et dans la région méridionale, à Abomey-Calavi. Donc les élèves que ces lycées scientifiques accueillent, c'est la crème de l'intelligentsia. Après l'obtention du BEPC, ils poursuivent leurs études et en même temps, ils reçoivent des enseignants de qualité. C'est vrai qu'on ne va pas minimiser les lettres, mais le dosage savant sera fait au niveau des sciences. Voilà. À la sortie, ils seront des scientifiques. Donc c'est pourquoi nous avons imposé ce PCT. Mais cela n'exclut pas les autres. Vous avez constaté également dans le BPC rénové, l'anglais occupe une place de choix dans le monde scientifique, en termes de recherche, de communication, même dans notre environnement immédiat. C'est pourquoi à l'oral, on privilégie la communication en langue anglaise. Donc voilà la philosophie qui encadre le BPC réorganisé. Voilà. Cela fait partie d'un ensemble de réformes. Alors, est-ce que les chiffres de cette année viennent quelque peu, à l'issue du BPC, bien évidemment, viennent quelque peu vous conforter dans le choix qui a été opéré? Non seulement que les chiffres viennent nous conforter, mais il y a aussi le feedback. Nous constatons à travers les jours qui ont suivi la proclamation des résultats, l'euphorie au sein de la population. Puisque au-delà de tout, nous visons le développement au profit de tous les Béninois. Nous avons reçu ce feedback. Merci, monsieur le ministre. Merci. Transmettez nos félicitations au chef de l'État. Ça, on reçoit ça fréquemment. Donc, c'est la preuve qu'il y a un changement. Et effectivement, les statistiques reflètent cette progression, cette dynamique enregistrée, puisque les statistiques participent aussi de l'évaluation. Avec votre permission, je voudrais présenter les chiffres que nous avons obtenus depuis 2016 jusqu'à 2024. En 2016, nous étions à peine à 16%. Vous voyez que c'est bas. Ça ne fait même pas le quart. C'est presque une catastrophe. En 2017, nous sommes remontés à 50,56%.
plus que le double. 2018, c'est l'année de la grande grève de 3 mois qui a beaucoup secoué le sous-secteur. Nous sommes descendus à 28,63%, presque une catastrophe. En 2019, nous sommes remontés à 56,72%. En 2020, c'est un choc exogène, la pandémie de la Covid. Mais la gestion que le Bénin a faite de cette pandémie est saluée à travers le monde. Parce qu'il y a des pays où l'école était fermée totalement. Nous, on a pu endiguer la fermeture avec un dispositif efficace. Malgré la Covid, nous avons pu quand même enregistrer 51,19% au-dessus de la moyenne. En 2021, la reprise de la tendance a commencé avec 60,50%. En 2022, 66,50%. En 2023, l'année dernière, 69,21%. Et 2024, cette année, il y a quelques semaines, nous avons enregistré 73,74%. Monsieur le journaliste, est-ce que la courbe n'est pas ascendante? Elle est ascendante en dehors des 2 chocs endogènes de 2018 et de 2020 exogènes. Donc c'est la matérialisation du succès qu'enregistre la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et cela contente, parce que cela semet la joie dans les cœurs, si on connaît l'importance du BEPC. C'est un diplôme, mais qui consacre la fin des études de tout un cycle. Pendant 4 ans au moins, sans redoublement, mon fils a obtenu le BEPC, qui lui offre plusieurs possibilités en matière de construction ou de préparation de son avenir. Donc voilà à peu près ce que je peux dire. Nous sommes satisfaits. Voilà, il y a une question importante quant au changement de paradigme. Oui. C'est au niveau de la dispensation des cours. Vous avez parlé des mathématiques. Vous parliez de votre génération, nous aussi de notre génération. Oui. Ayant fait une filière scientifique, on sait qu'il y a on va dire, une sorte de mythification de ces matières-là. De la matière. De la matière. Oui. Est-ce que dans la pratique des enseignants, pour quelque peu, disons, je ne dirais pas appâter ou rendre ces matières intéressantes ou moins repoussant aux étudiants, est-ce qu'il y a eu un changement, un travail à ce niveau pour que les enseignants rendent ces matières quelque peu encore plus accessibles au plus grand nombre? Il y a eu beaucoup de démarches, d'activités programmées, planifiées, qui permettent de démystifier ces matières. Si la matière devient un mythe, mais mieux vaut la mettre hors de l'école. Non, en fait, c'était l'ancien temps. Aucune matière ne devrait être un mythe ou une matière difficile. Et ce qui manquait à l'époque, c'était la pédagogie. Une chose est de maîtriser les connaissances universitaires, mais autre chose est de les transmettre, d'enseigner et d'éduquer. C'est tout un processus, mais je ne vais pas tout décrire. Quand vous recevez les savoirs savants, donc vous voyez que nous sommes en connexion avec l'université. Nous ne produisons pas le savoir scientifique. Quand on reçoit le savoir scientifique, il y a tout un mécanisme pour amener ça au niveau des élèves. Qu'ils soient en 6e, en 5e, en 4e, jusqu'en terminale, les mots à utiliser. Vous comprenez que si vous utilisez un registre de langue du niveau terminal à des élèves de 6e, ils vont sombrer. Donc en réalité, c'est cela. Peut-être que c'est des enseignants aussi qui ne maîtrisaient pas le contour et le contenu. Donc dès l'instant où vous maîtrisez le contenu
vous didactiser. Pour donner un cours d'1 heure, il faut au moins près de 10 heures de préparation. Peut-être qu'avant, le contexte n'était pas créé. En 2016, nos programmes ont été relus pour les adapter au contexte de notre temps. Le programme en réalité d'études est destiné à résoudre les grands problèmes de la vie. D'abord, des problèmes d'ordre intellectuel, savoir communiquer, calculer, argumenter sur papier, dans le contexte oral, et surtout résoudre des problèmes de vie courante. Les questions de droits humains, les questions économiques, les questions environnementales. Nous initions nos enfants à partir déjà de la 6e qui nous concerne. Et ils peuvent même apprendre à l'aide des mathématiques, parce que les mathématiques en elles seules ne peuvent pas être décontextualisées. Les mathématiques vont avec toutes les matières pour produire ce qu'on appelle le réinvestissement, la contribution des élèves à résoudre des questions de vie. Un exemple simple. Et s'il y a un projet d'établissement qui concerne l'implantation d'un jardin scolaire, vous verrez que toutes les disciplines vont contribuer. À l'élaboration du projet, on aura besoin des littéraires de français qui vont décrire le projet dans un bon français. Les historiens géographes, les géographes vont parler d'aménagement, les historiens vont faire l'état des lieux, l'historique, les facteurs de l'échec de tout ce qui a été entrepris, et ainsi de suite. Les mathématiciens apporteront leur contribution par rapport au cadrage, à la détermination des aires, et les SVT, avec la géologie, ils vont analyser le sol. Donc il y a de petits projets comme ça qu'on peut initier, et ça va rendre les mathématiques beaucoup plus pratiques, beaucoup plus logiques. Donc c'est la nouvelle vision depuis 2016. Bien avant cela, c'est ce qu'on appelle l'approche par les compétences. Donc normalement, on n'apprend pas seulement pour simple savoir de savoir. On sait, mais on sait faire. Et on sait résoudre des problèmes de développement. Voilà. Donc même au niveau du BEPC, nos élèves, ils ont déjà la compétence. Voilà. En parlant des élèves et de ces chiffres, ce qui intéresse le plus grand nombre, c'est leur réel niveau. Oui. Alors, vous connaissez la chanson, à chaque fois que le gouvernement publie des chiffres, à chaque fois qu'on sort de ce type d'examen, il y a toujours une partie de l'opinion publique qui crie aux chiffres, on va dire, en griffe politique. Le gouvernement a une politique des chiffres qui tend à valoriser ce qu'il fait. La question c'est, vous êtes enseignant, la question c'est, quel est le réel niveau de ces apprenants, du moins ceux qui ont réussi à cet examen? Le réel niveau. Au-delà des chiffres, les chiffres ne sont qu'un indicateur. Donc, ma réponse, c'est qu'ils ont le niveau qu'ils ont là. Et le BEPC n'est que le couronnement. C'est pourquoi il est prévu plusieurs formes d'évaluation. L'évaluation diagnostique en début d'année pour évaluer leur niveau. Il y a beaucoup de tamisage. Chaque fois que vous faites votre cours, il y a ce qu'on appelle l'évaluation formative. Chaque fois, vous pouvez poser des questions, leur dire de prendre le papier, et vous verrez que certains ont bien assimilé, d'autres ont mal assimilé. Donc, vous allez vous intéresser à ceux qui ont mal assimilé. C'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, jusqu'à ce que tout le monde soit pratiquement au même niveau. Ça se fait dans toutes les matières. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les interrogations écrites ou évaluations ponctuelles. Tout ça, c'est pour détecter les insatisfactions et les insuccès. Il y a également les devoirs surveillés. Il y en a au moins 4 au cours de l'année. Et mieux, un établissement peut programmer d'autres devoirs complémentaires. L'élève suit ce cursus pendant 4 ans et le professeur certifie qu'il a la moyenne, qu'il est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre peut venir
remettre en cause ces notes. Donc c'est pour vous répondre objectivement que pour nous, ces notes sont crédibles. D'ailleurs, est-ce qu'un gouvernement a intérêt à maquiller les statistiques? Cela ne nous honore même pas, puisque nous avons prôné la rupture. Bon, je ne sais même pas si on peut maquiller les chiffres, je n'en ai jamais vu. Voilà. J'ai eu la chance de participer à la délibération et à la proclamation. Ça fait la 4e édition en tant que président de la Commission nationale de délibération et de proclamation. Et mieux, si on maquille ces chiffres, c'est de la fraude. Un gouvernement qui promeut la bonne gouvernance peut-il encore occasionner la fraude? Et pire, nous sommes dans un système d'éducation. L'école ne donne pas que les connaissances. On vise les comportements vertueux. Et si nous-mêmes, on s'évertue à maquiller les chiffres, ce n'est pas bon. Enfin, le drame, si vous maquillez les chiffres, vous préparez la destruction totale du pays en formant de mauvais enseignants qui vont détruire le pays, de mauvais médecins, etc., etc. Donc, en définitive, pour ce que je sais depuis 2016, nous avons le vrai visage de notre système. Il n'y a pas de pression. Aucune. C'est Voilà. des chiffres crédibles et sincères. Oui, sincère. Autre préoccupation, vous savez que au niveau national, il y a quelques zones qui sont aux prises à certaines pesanteurs sécuritaires. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, tout le monde a pu composer dans les mêmes conditions et ces zones qui sont confrontées à ces risques nouveaux ont pu quand même être traités peu ou prou au même niveau que les autres zones scolaires? La réponse est oui. Ce n'est pas un oui démagogique, mais c'est un oui fondé sur les faits. Tous les centres ouverts ont composé dans la quiétude et la sécurité. Et je voudrais profiter pour remercier le gouvernement et surtout les forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité des acteurs de l'école, la sécurité des apprentissages. Parce qu'en pédagogie, on dit on apprend dans un environnement sécurisé et sécurisant. Bon, on ne va pas étaler tout le dispositif ici, mais au niveau pédagogique même, depuis octobre 2022, où des incursions ont été enregistrées dans ces zones, de Borgou, dans une moindre mesure, la Libori et surtout la Takora, nous avons un dispositif de suivi pédagogique. Parce que conformément aux objectifs du développement numéro 4, nous avons l'obligation d'assurer l'éducation à tous les enfants, sans exclusive, et leur permettre d'apprendre tout au long de la vie. Et il y a aussi le principe que le Bénin est un État unitaire. Et chaque fois dans les actes que nous posons, nous visons l'équité. Donc nous avons mis en place depuis octobre 2022 un dispositif de suivi. Bon, les critères, les indicateurs, je ne vais pas les évoquer ici. Et le compte rendu est fait les dimanches par chaque directeur départemental. Et le compte rendu fait au conseil de cabinet les lundis et dans l'après-midi au comité des directeurs. Et on veille. Et il y a également un dispositif interne à ces établissements. Ça, c'est classique. Ils sont en lien, les chefs d'établissement, avec les forces de sécurité, les commissariats, les élus locaux également. Donc, je peux vous avouer que tous les apprenants... Donc, vous pouvez confirmer sur ce plateau qu'il n'y a pas de désert scolaire? Non, il n'y a pas de désert scolaire. En tout cas, dans l'enseignement secondaire, tous les apprenants béninois ont composé, tant pour le brevet que pour le baccalauréat,
de l'enseignement du second degré. C'est Voilà. nous qui les préparons également. Également. Voilà. Alors, à la date d'aujourd'hui, il y a certainement des parents d'élèves qui nous suivent. Avec ce BEPC en poche et au regard des différentes possibilités que vous avez évoquées Oui. en ce début d'entretien, quelles sont les possibilités spécifiques et concrètes qui s'offrent à un jeune garçon ou une jeune fille qui a le BPC en poche aujourd'hui? Concrètement, sur la table aujourd'hui, vers où, quelles sont les possibilités qui lui sont offertes en termes de formation? De formation. Oui. Il peut aller vers le second cycle. C'est souvent le cas général. Et c'est pourquoi l'enseignement technique et la formation professionnelle, le parent pauvre aujourd'hui est le parent riche. La vision du gouvernement, c'est d'envoyer 70% vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc aujourd'hui, avec le BEPC, ils peuvent passer des tests d'entrée dans les lycées techniques agricoles, industriels, professionnels, pour répondre à votre question. C'est bien possible. De l'autre côté, l'enseignement secondaire général, ils peuvent choisir les séries littéraires. Série A1, où la littérature est beaucoup plus dosée. Série A2, où la primauté est accordée à l'histoire et la géographie. Série B, économie. Série C, les sciences dures, maths, PCT. Et la série D, avec SVT. Donc j'avais oublié, il y a les autres séries de l'enseignement technique. F1, F2 ou... Donc, en définitive, il a beaucoup de possibilités avec le BEPC. Donc, c'est ce que je peux affirmer. Voilà. En venant maintenant aux enseignants, quand on parle du secondaire, tout le monde pense de suite aux AME. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui? On sait que leurs conditions ont été globalement revues. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais pour aller dans le vif du sujet, Oui. tout ce qu'ils attendent aujourd'hui, cette promesse de reversement, où en est-on de cette question aujourd'hui? Au niveau des AME, Oui, au niveau des AME. les aspirants au métier d'enseignant ne sont pas un monde à part. Ils font partie intégrante du personnel enseignant. Concrètement, sans vouloir vous couper, Oui. Quelle part constitue-t-il du corps enseignant général du secondaire? C'est la majorité. Je ne vais pas donner de proportion parce que ce sont des statistiques fluentes. Et ils ont la possibilité de déposer la démission ou d'abandonner, mais ils constituent la majorité. De façon générale, le gouvernement contribue à l'amélioration de la condition enseignante. Ce n'est pas une démagogie. Donc, à ce titre, les aspirants en bénéficient. Pour le monde en général, surtout les fonctionnaires de l'État, les agents contractuels de droit public de l'État, c'est la catégorie des deux agents de l'État, leur condition a été améliorée. Aujourd'hui, vous constatez qu'il y a moins de plaintes dans certains domaines par rapport à la carrière. Il y en a qui n'avaient pas reçu de formation depuis des décennies. Le 22 décembre 2022, le gouvernement les a mis en formation. C'est plusieurs milliards de francs CFA. Le 31 décembre 2024, leur formation prendra fin. Et vous voyez, c'est en termes de reclassement avec beaucoup d'incidences financières. Ça, c'est ce qui est visible. L'autre chose, c'est par rapport au suivi de leur carrière. Avant, vous pouvez faire des années sans avancement, sans promotion. Aujourd'hui, c'est aisé, c'est même automatique. Le ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, le ministère du Travail et de la fonction publique et le ministère de l'économie et des finances travaillent de concert. Et parfois même, nous faisons diligence
avec la délocalisation sur autorisation du gouvernement, à aller à Boycon ou ailleurs pour traiter spécifiquement les dossiers, parce que c'est une urgence. Donc pour le gouvernement, la gestion de leur carrière est une urgence. Et avant, même leur mobilité était désordonnée. Pour un petit dossier, un enseignant peut quitter Karimama à plus de 700 km, arriver au ministère. Le gouvernement a constaté que ce n'est pas bien. Cela comporte trop de risques. Le risque sécuritaire, les accidents. L'autre risque, c'est financier. Le déplacement, le transport, l'hébergement. Et le gros risque, c'est l'abandon des apprenants pendant plusieurs jours. Donc, le ministre a mis fin à cela. Je peux certifier par un mécanisme simple. Aujourd'hui, vous ne déposez plus les dossiers physiques vous-même. Il y a même les risques de corruption qui sont évités là. Vous transmettez vos dossiers par la direction départementale des enseignements secondaires concernés. Donc, ils écrivent voie hiérarchique. C'est même interdit à un enseignant d'apporter les dossiers au ministère. Donc, ils sont rassurés. Et il y a tellement la célérité dans la gestion des dossiers que si vous consultez mon téléphone portable, vous verrez beaucoup de félicitations. Merci, monsieur le DC, puisque c'est le DC qui signe les contrats conjointement avec d'autres responsables de la fonction publique et des finances. J'ai reçu plusieurs et dit non, dites merci à monsieur le ministre, merci au chef de l'État, merci au gouvernement. Donc voilà des conditions réunies qui font que les résultats connaissent une hausse. Mais ça, ce n'est pas visible. En ce qui concerne les aspirants au métier d'enseignant, et la formule a été inventée comme une réponse aux imperfections du principe de vacation, où la qualité n'était pas au rendez-vous. C'était les chefs d'établissement qui les recrutaient selon la tête du client. Et quand le clientélisme s'y mêle, vous comprenez que cela dérive, cela débouche sur toutes les dérives et les déviances. Et même là, la gouvernance est mauvaise. Les programmes n'étaient pas achevés, les résultats étaient mauvais, et même les bénéficiaires étaient maltraités. Parce que l'année qui suit, si vous n'avez pas graissé les pattes, je ne dis pas que tous les directeurs sont corrompus, mais dans certains cas, on ne vous reconduit plus. Donc c'est pourquoi le gouvernement de la rupture a institué l'aspirana, les aspirants au métier d'enseignant, et qui consiste à organiser cette fois-ci un test. Vous voyez, on leur donne la même chance. Ils participent au test. Ceux qui réunissent le seuil de moyenne, on les intègre dans une base. Ça, c'est le premier avantage. Il y a une compétition. L'autre avantage, ce n'est plus selon la tête du client que nous vous déployons. C'est en fonction des besoins réels. Avant, du ministère, on pouvait déployer. Aujourd'hui, non. Ce sont les établissements scolaires qui identifient leurs besoins, transmettent au ministère par le biais des directions départementales, et nous générons, voilà encore un autre impact positif des réformes, la digitalisation. Avec la rupture, notre ministère dispose d'une plateforme qu'on appelle EducoMaster, qui a beaucoup d'avantages. Autre avantage, c'est le suivi du cursus scolaire. Les fraudes, les gymnastiques, c'est interdit. Et même au niveau de la gestion des aspirants, il n'y a pas de possibilité de magouille. Moi, je suis directeur de cabinet, je n'ai pas la possibilité d'imposer qui que ce soit. C'est automatisé. Et on leur donne aussi 4 chances. La première chance, c'est la première commune. Ils ciblent les communes. Et l'avantage aussi, c'est un recrutement sur poste. Vous dites, où est-ce que je vais aller? Parce qu'avant cela,
ils vont au poste, quelques jours après, ils abandonnent, ils sont fidélisés. Et là, c'est en fonction du besoin qu'on va dans la base vous positionner. Vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser. Donc, ce que je voudrais dire par là, avec les aspirants, il y a l'équité par rapport à l'accès aux emplois publics. Aucun rançonnement. Je peux certifier que ça fait la 4e année que moi j'ai ce dispositif. Je ne peux pas dire que j'ai subi. Il n'y a pas de pression, même de la hiérarchie, puisque nous prenons la bonne gouvernance. Voilà. C'est en toute légalité. Et les AM ont la possibilité même de se plaindre partout au niveau hiérarchique. Et nous avons l'obligation de procéder à la vérification et de rendre compte. De rectifier. De rectifier. Si Donc, oui. par rapport à cela, ils sont bien traités. Et récemment, en Conseil des ministres, le gouvernement a pris d'importantes mesures en faveur des AM. C'est vrai, vous allez l'évoquer, leur reversement, vous l'avez dit, mais avant cela, il y a le paiement de 9 mois qui est passé à 10 mois, 11 mois, et aujourd'hui, ils sont payés 12 mois sur 12. Les congés de maternité, c'est accordé. La prime d'engagement de 20 000 francs CFA par mois et par AME, c'est devenu effectif. La gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME, à partir de la rentrée prochaine, ça va être une réalité. La réintégration des 175 aspirants suspendus en décembre 2021, le processus a commencé. Ils étaient sortis de la base, nous les avons intégrés dans la base. Le ministre les a invités en audience et on a défini les modalités de leur redéploiement. Alors où je vous parle, nous avons déployé une 50aine. Et à la rentrée 2024-2025, ils seront prioritaires par rapport au déploiement. Donc, au vu de tout cela, vous voyez que les AME ne sont pas maltraités, contrairement à l'idée couramment avancée. À l'idée qu'on en fait. Oui, ils sont bien traités. Mais ils attendent le Graal. Le reversement, c'est légitime d'espérer. Et le processus est en cours. Ça a été une annonce, c'est concrétisé et nous sommes sur le dossier. Donc vous pouvez, vous pouvez pouvez dire qu'ils seront reversés. On avait évoqué des chiffres en Conseil des ministres. Non, ils sont rassurés puisqu'il y a des séances de travail auxquelles ils participent. J'ai parlé de l'audience accordée par le ministre des Enseignements secondaires à ce niveau de responsabilité et on ne peut pas s'amuser avec l'avenir de la jeunesse. Voilà. C'est qu'il y a des étapes et les modalités d'application des critères, au moins 3 ans d'ancienneté. Il faut aller dans la base, établir cette liste. Je peux vous rassurer que la liste est disponible. 3 ministères travaillent sur ce dossier. Le ministère des Enseignements secondaires pour ce qui nous concerne, le ministère du Travail et de la fonction publique et le ministère de l'Économie et des Finances. Donc le processus est en cours. Mais ce sera à quel rythme 1000, 2000, 3000 par an, parce que c'est une inquiétude aussi des syndicats. Non, il ne doit pas être inquiet. Un gouvernement responsable prend le temps de la planification. Et ça fait partie des caractéristiques des réformes initiées par le président Baptiste Talon. Il y a un temps de la réflexion. Même pour les infrastructures, vous avez vu, pendant longtemps, les gens doutaient. C'est pareil aussi. Il y a beaucoup de simulations. Parmi les reversés, il y a plusieurs catégories. Certains sont détenteurs de diplômes professionnels, donc sont sortis des écoles normales supérieures. D'autres détiennent des diplômes académiques, des critères d'âge, d'ancienneté, tout ça là. Il faut faire les simulations qui soient profitables au système et à eux-mêmes. Donc, nous sommes sur la voie sûre. C'est un travail en cours. C'est un travail en cours. Puisqu'il y a eu un reversement en 2008 qui a comporté beaucoup d'erreurs. Donc, on veut éviter les écueils du passé. Justement, ce reliquat de 2008, est-ce aujourd'hui la base est expurgée de tout ce que oui, tout ce qu'il y la a comme plupart, erreur. ils sont mis en formation.
et même ont été reclassés et bénéficient des avantages. Oui, il y a beaucoup de légendes qui ont été, disons, ventilées par rapport à ce fameux recrutement de 2008, Oui. Comme quoi on aurait reversé des couturières, on aurait reversé tout et n'importe quoi dans cette base. Est-ce que c'est vrai? L'État a une continuité, certes, mais nous assumons. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu de couturière. Et si les gens le disent, peut-être qu'ils ont les preuves. Mais moi, je n'ai pas eu les preuves. Mais en tant qu'acteur du système, les gens peuvent extrapoler ou interpréter. À l'époque, il y avait les centres à l'image des CFPA installés dans certains collèges qui initient à l'artisanat. La soudure, la peinture, la coiffure, le tissage. On peut recruter un agent de ce niveau et il va travailler dans l'établissement, dans le collège. On appelle ces centres CPDIP. Bon, on peut dire oui, on a reversé des couturiers. Là, il aura raison, mais pas pour aller dispenser des cours. Pour dispenser les cours, je vous ai dit, le principe détenir un diplôme académique et couplé d'un diplôme axé sur la pédagogie. Oui, vous comprenez le sens de ma question. Oui, oui, la légende c'est une légende. La légende voudrait qu'en 2008, il y a eu beaucoup de fraudes, en tout cas dans les reversements, tout ce qui... S'il y a eu des fraudes, il y a eu tamisage. Je ne peux pas refuser. Mais tous ceux qui ont opéré par la fraude, à un moment donné, ils sont détectés et éjectés du système. Voilà. C'est classique. C'est classique. Au niveau, et pour finir sur ce sujet, on parlait du niveau des élèves tout à l'heure. Oui. Qu'en est-il du niveau des enseignants? Vous avez parlé de formation. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, comme un parent d'élève le dirait, nos enfants sont entre de bonnes mains? En de bonnes mains. Je peux avouer qu'ils sont en de bonnes mains. Là, je parle en tant que directeur de cabinet et inspecteur de formation. Les deux sont liés. Puisque pour être inspecteur, c'est l'État qui vous recrute. On ne se lève pas pour devenir inspecteur. En fonction des besoins d'encadrement identifiés, l'État vous recrute et vous avez le devoir de le servir. À ce titre, c'est déjà un début de solution à la formation des enseignants. En 2016, avant 2016, les inspecteurs étaient concentrés à Cotonou et Porto-Novo. Les autres départements étaient dégarnis. Avec le régime de la rupture, nous avons déconcentré. Les 12 départements disposent de pôles aujourd'hui. En permanence, les inspecteurs opèrent. Donc vous voyez la qualité qui est une valeur ajoutée. L'inspection, c'est pour aller voir ce qui se fait en classe, relever les insuffisances et aider l'enseignant à grandir. Ça, c'est le premier pas en faveur du relèvement du niveau des apprenants. Si on relève le niveau des enseignants, c'est que le niveau des apprenants est relevé. Ça, c'est l'inspection. Et nous avons recruté des centaines de conseillers pédagogiques. 300 que nous avons formés. C'est eux qui aident les inspecteurs. Et même cette année, nous avons l'ambition, les moyens existent pour recruter environ 300 conseillers pédagogiques et 50 inspecteurs. Autre niveau d'amélioration, c'est ce qu'on appelle la formation continue. Tous les mercredis, il y a une formation continue qui est dédiée aux enseignants. Au moins pendant 2 heures, ils vont discuter, les jeunes avec les aînés. Certains détiennent des diplômes universitaires, vont renforcer leurs collègues. Mais est-ce qu'ils jouent tous le jeu? Ils jouent tous le jeu. Il y a un dispositif de suivi. Ça fait partie des facteurs du succès que je vais aborder tout à l'heure. Et ils ont l'obligation de compte rendu. Il y a un cahier de présence. Chacun note l'heure à laquelle il est arrivé. Et un compte rendu est fait au chef d'établissement.
et c'est fait à l'inspection générale pédagogique du ministère qui rencontre au ministère. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'amateurisme. Puisque conformément au statut général de la fonction publique, l'agent doit être à l'heure et travailler et rendre compte. Donc nous appliquons le principe de la redevabilité et de la gestion axée sur les résultats avec la rupture. On vous définit un cahier de charges et à la fin vous vous rendez compte. Donc ils font ce compte rendu hebdomadaire. Et pour les suivre, nous avons un dispositif opérationnel bien musclé, holistique, depuis 4 ans. Ça fait partie aussi des facteurs du succès. Tout ce que j'ai cité en termes de réforme à travers le programme d'action du gouvernement, nous avons ça dans le dispositif qu'on appelle la revue pédagogique des étapes, la revue des performances pédagogiques des établissements scolaires. En quoi cela consiste? Cela consiste à suivre les enseignants et ça commence déjà à la rentrée. Voilà encore notre créneau. Les journées pédagogiques de réflexion où le gouvernement paye les primes de rentrée aux enseignants, mais l'objectif n'est pas l'octroi de primes, mais c'est la préparation de la rentrée où chaque enseignant arrive, fait connaissance avec son emploi de temps, sa classe, et ensemble par matière ou discipline, les enseignants pendant 2 jours se concertent pour étudier des questions de pédagogie le premier jour et le second jour, ils se retrouvent entre eux pour préparer les cours, exposer les problèmes, recueillir les avis des uns et des autres. Donc, ce qui fait que l'enseignant n'est pas démuni. Et il y a ce qu'on appelle aussi les animations pédagogiques trimestriellement, où les conseillers pédagogiques et les inspecteurs regroupent les enseignants du même bassin et essaient de les outiller. Ils vont observer une classe, témoin, et tout le monde concentré dit ce qu'il a constaté. Et vous comprenez, à force de limer sa cervelle avec les autres, on devient performant. Donc je ne pourrais pas tout citer. Le dispositif que j'ai appelé la revue des performances pédagogiques des établissements scolaires, c'est un dispositif de suivi. Vous avez constaté qu'il n'y a plus de plaintes. Quand les candidats sortent des salles d'examen, est-ce que vous entendez dire « nous n'avons pas vu ça au programme ». Il n'y a pas de plainte parce que les programmes sont exécutés à 100%. Et comment cela se fait? L'inspection pédagogique a élaboré environ 15 outils pour faire le suivi de la mise en œuvre des réformes. Donc tout cela constitue ce qu'on appelle les réformes au niveau du sous-secteur, qu'on appelle le réseau d'encadrement et d'animation pédagogique. Donc à la rentrée, chaque enseignant a ses cahiers de charges. Les programmes sont disponibles sur EducMaster. Vous voyez encore une facilité de la digitalisation. Vous irez vous télécharger. Et avant la rentrée, vous avez tout votre programme. Il y a même un planning qui est fait. L'année scolaire, c'est 26 semaines de temps pédagogique calqué sur le même modèle. Les 22 semaines, vous devez faire des cours. Et pour qu'on ait le même rythme, chaque enseignant doit exécuter un taux hebdomadaire de 4,5%. Quand vous faites x 22, vous verrez que ça fait près de 99%. Donc il n'y a pas un temps pour l'amusement. Si vous vous amusez, ça va vous rattraper. Quand on va faire le bilan, et le bilan est mensuel. Cette année, nous avons fait 6 bilans. De décembre à décembre 2023 à mai 2024. Et ce bilan-là, ce sont les directeurs départementaux qui le font par visioconférence. Et l'inspecteur général pédagogique est là pour suivre. Et ce n'est pas un bilan oral où ils viendront raconter leur vie. C'est un bilan écrit. Et c'est un paquet. La gestion des AME, c'est le point numéro 1. Quel a été le comportement des AME? Et même ces AME aussi, ils sont suivis par les chefs d'établissement. La présence est obligatoire. Si vous êtes absent, c'est mentionné. Donc, les directeurs départementaux font le point.
Et ensemble, c'est au comité des directeurs élargi du ministère. Et chacun apporte sa contribution. Le second volet, c'est le taux d'exécution des programmes. Sur plus de 900 établissements, ils font le point. Et si dans une discipline donnée, il y a problème, l'établissement est identifié, l'enseignant même est identifié. A priori, on ne peut pas le clouer au pilori. L'inspection descend la semaine qui suit pour voir ce qui se passe. Pourquoi l'anomalie? L'enseignant est-il malade? A-t-il autre problème? Est-il permissionnaire? Et on doit procéder à la rémédiation pour sauver les élèves. Donc voilà un certain nombre de dispositifs mis en place pour former les enseignants, les suivre et sécuriser nos apprenants. Sans oublier que nous avons également un programme spécial pour la prise en charge pédagogique des AME. Chaque année, l'inspection pédagogique fait son bilan et si on voit qu'il y a des besoins essentiels de formation, on l'a déjà fait dans plusieurs disciplines, notamment maths physique, sur l'échantillonnage et le département où c'est concerné, on les regroupe, on les forme pendant 1 ou 2 semaines, c'est toujours un plus. Sur des matières spécifiques? Oui, sur les matières spécifiques. Ça peut être aussi des questions d'ordre pédagogique pendant la période. Okay. Donc les enseignants ne sont pas laissés à leur sort. Il y a une autre question qui fâche, c'est la charge horaire des AME. On les entend régulièrement se lamenter par rapport à cette donnée-là, même si ça a diminué en temps. Qu'en est-il exactement? Ce sont eux qui racontent ils s'en plaignent trop ou oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bon, c'est légitime de se plaindre. Tout le monde ne peut même pas être enseignant. Il faut la vocation. Et dès que vous embrassez la profession, je crois que vous l'aimez avec ses contraintes. En réalité, le temps consacré à l'enseignement, c'est plus que ce qui est prescrit officiellement dans l'arrêté. Je vous ai dit que pour préparer un cours d'1 heure, il vous faut 10 heures au moins d'investissement. Moi qui vous parle, je suis enseignant. Quand vous vous investissez, la nature vous rend ça au centuple. C'est ce que je voudrais prodiguer comme conseil. Oui, bon. C'est vrai. Eux, ils veulent au départ, au départ, ils avaient beaucoup d'heures. Nous avons écouté et entendu leurs plaintes. Aujourd'hui, la moyenne, l'écart n'est pas grand. Parfois même des AME ont des heures en dessous du quota. Je vais vous révéler un fait et qui montre l'intérêt de Duc Master. Quand nous avons commencé le premier déploiement en 2021, puisque pour avoir le contrat, il faut un quota horaire. C'est l'ANP qui gère ce volet-là des contrats. Nous sommes là pour garantir l'intérêt des enseignants, l'intérêt des apprenants, mais les intérêts de l'État béninois. Si l'État vous donne le salaire en contrepartie, vous devez travailler. Et on a constaté que, puisqu'on a dit, bon, positionnez-nous les emplois de temps sur Duc Master. Ils ont fait le point, mais, monsieur le journaliste, ce sont des milliers d'AME qui n'avaient pas un quota horaire requis. Il y en a qui n'avaient même pas d'heure du tout, en complicité avec les chefs d'établissement. Nous avons mis fin à ce désordre et on les a obligés à ce que chacun ait le quota horaire. Mais ça là, on ne le dit pas. L'État a été grugé. Les premières années, nous avons mis fin à cela. Ce qui fait que... Vous avez demandé remboursement? Bon, heureusement qu'on s'était vite levé. La rentrée a eu lieu en septembre et on a mis le dispositif déjà à fin septembre. Et on a stabilisé mi-octobre. Ça fait environ 1 mois de stabilisation. Non, ils n'ont pas remboursé. Et mieux, sinon pire, puisque c'est catastrophique, il y avait des AME qu'on continuait à payer
alors que concrètement, ils ont abandonné. Mais aujourd'hui, on a un dispositif, puisque je vous ai dit, la présence est signalée sur EducMaster. Un certain nombre de fois, vous abandonnez, mais non, vous n'avez pas le salaire. Et d'abord, il faut le certificat de service fait pour que l'ANPE vous positionne sur la liste à transmettre au Trésor. Donc, en un mot, les AME ne sont pas maltraités. Voilà, mais on est rigoureux par rapport au quota horaire. Au quota horaire. Voilà, pour finir sur ce sujet, est-ce qu'il y a, vous parlez d'abandon, est-ce qu'il y a beaucoup d'abandon? Oui, il y a des abandons. Et c'est un mécanisme permanent. Et je vous donnerai un exemple, puisqu'il faut des cas concrets. Il y a 2 ans, où le gouvernement a accordé 1 mois aux AME pour démarrer la rentrée. Dans l'enseignement secondaire général, nous avons eu le réflexe de faire ce qu'on appelle la disponibilité de servir. Avant le premier paiement, on s'est dit, mais en réalité, est-ce que tous ces AME-là qui vont bénéficier de ce salaire, est-ce qu'ils vont reprendre les cours? Nous avons anticipé. Un module a été conçu sur EducMaster et on a dit, bon, ceux qui ont envie, puisque le contrat est annuel, allez sur EducMaster confirmé. Mais on a constaté que il y a plus d'une centaine d'abandons qui n'ont pas repris. Si on n'avait pas fait ce contrôle, vous verrez, même si le minimum c'est 80 000 ou 90 000 fois 100, vous voyez le désastre. Ils vont prendre leur salaire indûment et laisser les apprenants démunis. Et le phénomène allait continuer s'il n'y avait pas ce dispositif. Donc aujourd'hui, c'est réglé. Voilà, donc on retient que le sort et le traitement des AME, globalement, c'est équitable. C'est équitable. Voilà. Et c'est transparent. Il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de manipulation. Et vos relations avec les syndicats? Et avec les syndicats, les relations sont excellentes. Non point. Pas qu'on les étouffe, Ouais. mais c'est la négociation à tous les niveaux. Donc le négociation, dialogue, oui, le dialogue social à votre niveau Oui, ils sont reçus 5 jours sur 5. Dès qu'ils formulent la demande transite même par le DC. Tous les courriers essentiels passent par le DC, qui rencontre au ministre. Et le ministre Kwaro Yves Chabi, les syndicats le connaissent. Il est ouvert. Ça fait partie également des facteurs du succès. Il est ouvert, disponible, puisqu'il est gestionnaire des ressources humaines. Il fut directeur des ressources humaines pendant longtemps dans ce ministère. Donc, on écoute les doléances, on enregistre et les doléances sont affectées aux structures. Bon, souvent, c'est la direction de la planification, de l'administration et des finances. Ça peut être aussi les structures les techniques. Et ensemble, on examine la question. Et le ministre fait le suivi. Les questions essentielles par rapport aux syndicats, aux enseignants, nous transformons ça en tâches avec une direction responsable et des directions associées. Et même les syndicats sont associés dans la mise en œuvre de cette feuille de route. Ce qui fait que il n'y a pas de il n'y a pas de friture sur la ligne. Non. Voilà. Et il siège également au sein de la commission administrative paritaire où ensemble nous examinons les questions et les solutions arrivent dans la mesure de nos possibilités. Donc tout va le mieux avec eux, puisque nous leur poserons la question après cet entretien. Oui, ça c'est votre job. Nous leur poserons la question, ils sont parfois très virulents, vous le savez. Virulents, oui. Je fus syndicaliste aussi. Bon, c'est peut-être dans l'apparence et c'est peut-être aussi la pertinence de leurs revendications puisqu'ils ont aussi une reddition de compte dans leur mandat, mais ce que moi je privilégie, pas la virulence, mais la courtoisie dans le dialogue. On n'obtient pas forcément les résultats avec la violence. Et si vous engagez un bras de fer, souvent ce sont les apprenants qui en pâtissent. Moi j'en sais quelque chose avec la grève de 2018. Ça a été pénible parce que
victimes innocentes, ce sont les apprenants. Donc je crois que nos syndicats ont compris. En tout cas, ils nous accompagnent. Quand un syndicat ou un syndicaliste vous critique, je crois que tout n'est pas faux. Et aujourd'hui même, ils nous accompagnent. Quand il y a des menaces dans les établissements, ils nous informent aussitôt. Et nous procédons à l'investigation. Bon, ça peut être fondé ou bien ils n'ont vu qu'un aspect, une facette de la question. De toutes les façons, au niveau de l'enseignement secondaire, les relations sont bonnes avec les syndicats, que je salue ici. Voilà. Nous allons passer à l'autre pan, disons, tant attendu par les populations, puisque ça a été annoncé plusieurs fois. Oui. Je vais parler des lycées techniques en tout cas des lycées techniques et professionnels. Oui. Qu'en est-il exactement? Quand verrons-nous les lycées? C'est pour bientôt. Oui, bon, ça fait, pardon, monsieur le directeur, oui, c'est pour bientôt. Ça fait depuis des années qu'on nous le dit. Je vous ai dit, au niveau du gouvernement de la rupture, c'est la méthode, c'est le suivi, c'est la planification. Et vous avez suivi, il y a eu un dialogue que le chef de l'État a eu avec les acteurs politiques, où chaque ministre sectoriel est venu présenter ce qu'il a réalisé. Ce n'est pas une fiction. Ce sont les cadres, sous la direction des directeurs de cabinet, qui ont réalisé par rapport au PAG, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui a été réalisé, pourquoi ce n'est pas réalisé, et quel est le temps de planification pour exécuter ce qui reste. Donc, dans chaque compartiment, ça a été fait. Donc, ce qui fait que les lycées techniques, agricoles, industriels, c'est prévu. La première phase concerne les lycées techniques agricoles. Le choix n'est pas fait au hasard. Le Bénin recèle de beaucoup de potentialités agricoles. Et c'est en fonction des potentialités agro-pédologiques que l'implantation a été conçue. Donc on ne construit pas selon le bon vouloir des populations. Des études ont été menées, c'est pourquoi 20 nouveaux lycées seront implantés, les 10 existants seront réhabilités et les travaux évoluent très bien. La synthèse, il y a 4 pôles. Oui. La première brique est déjà posée, il y a des constructions qui ont débuté? Non, vous voyez, c'est ce que le peuple est comme Saint Thomas, c'est légitime, on veut voir. Mais il y a, dans l'implantation des lycées, il y a, parce que vous comprenez, il y a le visible et l'invisible. Oui. Je vais vous l'expliquer. Parce que je traduis ce que les gens peuvent bien se sûr, dire. bien sûr. Le mandat finit en 2026, on est en 2024, 2024 est pratiquement fini. Le monde, Rome n'a pas été construite en un jour. Il y a 4 pôles que je vais décrire brièvement. Le premier pôle, c'est les curricula, les programmes d'études qui prennent en compte l'intérêt des apprenants. La conception et l'élaboration, c'est presque fini. Avec le respect des normes, avec la prise en compte de tous les 3 autres volets. Puis l'association de l'expertise nationale et internationale. Le second volet, c'est les infrastructures. Il faut sécuriser le domaine. Ça a été fait. Il faut également procéder aux différentes études de faisabilité et les études d'impact environnemental, architectural. Tout est bouclé. Le financement est bouclé. Il y a de l'autre côté la formation des formateurs. Vous l'avez évoqué avec insistance. Les enseignants sont en cours de formation. Ici, à côté, à l'Université nationale d'agriculture de Kétou, où une université africaine est associée. L'université du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Ils sont presque en fin de formation. 633 comme ça. Et selon les normes modernes. Parce que ces lycées-là, ça aussi c'est la présentation physique, c'est de grands domaines. Le bloc pédagogique seul, administratif, fait 50 hectares. Et le bloc pédagogique, on appelle ça unité pédagogique à vocation économique. C'est de grandes fermes
où on a l'ambition de faire des produits des ouvriers, des exploitants agricoles. Et même à la fin du cycle, en attendant leur insertion, on peut leur allouer des terres pour qu'ils apprennent à entreprendre, l'entrepreneuriat. Toujours au niveau de ces lycées, il faut un cadre juridique. Cela existe déjà depuis le 25 janvier 2022, la loi cadre de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Le financement, le mode de financement est garanti. Et surtout, l'implication des professionnels. Parce que pendant longtemps, on a fait la formation, la chose des enseignants. Donc, le monde privé va y participer. Surtout les privés également. Donc, ça a été réglé. Il y a également l'équipement qui est prévu de ces infrastructures. Bon, en ce qui concerne les infrastructures, nous sommes à l'étape du démarrage des travaux. C'est pour bientôt. Je ne donnerai pas de date. Ouais. Enfin, il y a la gouvernance. Et c'est ça qui fait la différence fondamentale entre la rupture et les autres régimes. L'application des tests. Le mécanisme de les appliquer. Beaucoup de textes sont élaborés pour accompagner la réforme. Donc, au niveau des 4 pôles, nous sommes le travail avance. Ce qui reste, c'est l'implantation. Et dès que l'architecture est montée, équipée, les cours démarrent. Donc, c'est un travail fait. Donc, les premiers étudiants pour 2025-2026 c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Oui, c'est progressif. Mais c'est sûr, ce qu'on veut, c'est éviter le mythe de Sisyphe. Oui. Quand on construit sur des bases solides, c'est pour l'éternité. Oui. Et bon, c'est l'ambition du chef de l'État. C'est pour bientôt, ça fait un peu... Ça viendra. Ça fait un peu prophétique, même sans viendra. Non, c'est pas prophétique. Oui. Tout ce que j'ai décrit là, c'est matériel. Vous pouvez aller au niveau de l'Agence de développement de l'enseignement technique, qui est directement liée à la présidente de la République. C'est connu, vous pouvez poser toutes ces questions et ils vous apporteront les preuves. Je ne vous ferai pas lâcher une date ici. Non, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. D'accord. Nous allons, il nous reste quelques minutes, nous allons finir avec l'autre volet plutôt important, souvent passé sous boisseau, c'est le volet alphabétisation et langue nationale. Il y a sous le régime, si j'ai bonne mémoire, sous le régime Kérékou, il y avait un ministère dédié à l'alphabétisation, si j'ai bonne mémoire. Ça a disparu depuis. Aujourd'hui, c'est rattaché à votre ministère. Est-ce que ça demeure toujours un enjeu? Bien sûr, c'est un enjeu puisque l'alphabétisation et la promotion des langues nationales, contrairement à l'idée reçue, on pense que c'est pour le monde paysan. Non, tout le monde a besoin d'alphabétisation. Parce qu'il faut penser d'abord dans sa langue avant de penser dans la langue à autrui. Nous qui parlons le français, nous sommes analphabètes intellectuels. Et il y a des contextes où vous êtes tenu de parler votre langue. Moi, j'étais directeur départemental en temps et nous sommes allés célébrer la journée internationale de l'alphabétisation. Quand j'ai fini de prononcer mon discours en français, il y a un habitant du village qui dit, ben, s'il vous plaît, moi, je n'ai pas compris. Expliquez-nous ça en langue. Bon, et c'était acclamation. J'ai dû faire le résumé en langue, puisque j'ai commencé déjà un début d'alphabétisation. Donc, c'est pour vous dire que c'est une priorité. Et c'est avec un nouveau paradigme. Avant, tous les anciens régimes, on faisait l'alphabétisation pour l'alphabétisation. Aujourd'hui, c'est ciblé sur le monde professionnel. Là, c'est ce qu'on appelle arrimage, alphabétisation et formation professionnelle. Ils sont identifiés, c'est eux qui expriment leurs besoins et les communes sont associées dans toutes les communes. Mais il y a un programme spécial et soutenu par la coopération suisse qu'on appelle le PAGEDA, le programme de gestion décentralisée de l'alphabétisation. Depuis 2016, c'est initié au Borgou à Libori et depuis 2 ans, c'est étendu à la Donga et à la Takora. Les résultats sont concluants. Les centres sont suivis et
ils ont un calendrier fixe en fonction de la disponibilité des couturiers, des coiffeurs et autres. C'est eux qui sont alphabétisés pour que l'alphabétisation leur serve. Si vous n'êtes pas contraint dans le temps, je vais vous donner un exemple. Puisque moi-même, j'étais curieux de savoir ce qu'ils apprennent. C'est en lien avec le métier. J'ai visité un centre et le thème, c'est le paludisme. En langue, je dis, mais quelle est l'utilité du paludisme pour un couturier? Et on leur dit, qu'est-ce que le palud? Ils disent, c'est le soleil. Pourquoi le soleil? Parce que c'est le soleil qui donne le palud. Vous voyez leur représentation. Si on ne fait pas ce cours, mais c'est qu'ils vont continuer à traîner la maladie. Et on dit, bon, si vous avez le palud, quel est l'impact sur votre professeur? Ils vont dire, si j'ai le palud, mais je ne peux plus exercer. Et ça fait des manques à gagner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ceci, assainissement, dormir sous moustiquaire, et tout ça là en langue. Et à la fin, la conclusion, c'est que l'alphabétisation renforce les capacités. Et j'ai interrogé une autre, en dehors de la prévention du palud, quel autre avantage? Elle me répond, depuis que je suis les cours d'alphabétisation, je sais déjà transcrire les mesures quand un client arrive, je sais faire la comptabilité, écrire, calculer et autres, je sais argumenter, c'est un plus et le métier est valorisé. Donc vous pouvez trouver cela dans les différentes branches professionnelles. Voilà, en termes d'offres pour ces centres d'alphabétisation, je donne un exemple, peut-être que oui. Je serai à côté de la plaque. Non, pas du tout. Si je décide aujourd'hui d'apprendre, voyons voir, le bariba, est-ce oui. que je peux trouver un centre qui puisse m'accueillir dans Cotonou ici pour apprendre bariba? Non, les centres sont dédiés en fonction et des déscolarisés surtout, en lien avec leur profession et leur milieu. Donc les centres... Donc c'est orienté spécifiquement... C'est orienté pour une langue. Pour une langue. Pour le Borgou, oui. vous verrez le Batonou, qui est majoritaire, le Fulfulde, le Dendi, c'est en fonction. Vous allez dans Niki, c'est Batonou, Kalalé, la dominance, c'est le Bo, ainsi de suite. C'est prioritairement orienté vers les cibles professionnelles. Mais quand même, ici aussi, même en langue fongbe, vous avez besoin d'être alphabétisé. Oui, mais la collectivité ne gagnerait-il pas à ce que ce soit un peu plus démocratisé, que ceux de Cotonou, ceux d'ethnie Fon comprennent Batonou, ceux d'ethnie Batonou comprennent Bien sûr, en fonction des besoins, les centres seront implantés. Quand vous prenez Parakou, c'est une ville cosmopolite. C'est obligatoire d'implanter d'autres langues qui ne sont pas même des langues du Borgou. Le Fongbe bénéficie de l'alphabétisation à Parakou et même environ. Donc c'est en fonction d'une étude par rapport à la cible et aux statistiques. Donc de façon générale, l'expérience se poursuit très bien. Est-ce qu'il y a la possibilité, pour finir, est-ce qu'il y a la possibilité que dans un avenir plus ou moins proche, que l'alphabétisation ou du moins l'apprentissage des langues nationales intervienne à l'école, dans l'enseignement, dans le cursus classique? C'est prévu dans la loi d'orientation. C'est prévu et la réflexion en cours. J'avais oublié de vous dire qu'il y a la stratégie nationale de l'enseignement secondaire général, où je l'ai dit, il y a la stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle adoptée depuis 2019. Nous sommes en cours d'élaboration de la stratégie nationale de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Donc une évaluation sera faite, la stratégie sera montée et cette préoccupation également, c'est contenu dans une loi, il faut l'opérationnaliser. Voilà. En parlant spécifiquement des langues nationales, ça c'est une question, on va dire, éminemment politique. Oui. De votre position, avec votre expérience, qu'est-ce qui a pu quelque peu endiguer ou ralentir cet élan des années antérieures en ce qui concerne la promotion des langues nationales? Est-ce que ce sont les adversités ethniques? Est-ce que ce sont les pesanteurs politiques? D'après vous, qu'est-ce qui a pesé sur cette noble ambition
de démocratiser la langue nationale ou même d'en arriver à une... Dans l'administration ou bien... Non, au niveau de l'école. Au niveau de l'école, par exemple, Oui. au niveau de la collectivité dans son ensemble. Oui. On a parlé dans ce pays d'arriver à fixer des langues nationales. Oui. Oui. Pour vous, où est-ce que ça a chopé? Est-ce que ce sont les renoncements politiques? Non, ce n'est pas des renoncements politiques. Et je vous l'ai dit, il faut des études approfondies pour ne pas aller de Caribe en Scylla, de mal en pis. Des études se font puisque quand souvent j'ai les requêtes au niveau des institutions financières, par exemple, ils m'ont posé la question, nous voulons les 3 langues nationales les plus parlées au Bénin. Mais j'étais dans l'embarras. J'ai dû me référer aux spécialistes et ils m'ont produit toute la littérature qui est en cours et 3 langues ont été identifiées par zone dans la partie septentrionale, dans la partie centrale, méridionale. Donc les études se font. Donc il n'y a pas eu défection politique. Seulement le niveau actuel peut-être ne permet pas cette mise en œuvre parce que la promotion d'une langue suppose l'engagement politique, ça existe. Et surtout que tout le monde y adhère. Les recherches scientifiques, la documentation, puisque j'ai vu, ils ont les manuels de l'apprenant, les manuels de l'enseignant et même d'autres supports. Un calendrier d'apprentissage, tout ça là, je l'ai dit tantôt pour les classes formelles, il faut le bâtiment. C'est vrai, à ce niveau, il y a à faire, puisque ce sont les mairies qui abritent les infrastructures. Il faut les formateurs. C'est vrai, nous avons les coordonnateurs communaux d'alphabétisation, mais il faut les renforcer. Et au niveau des curricula aussi, c'est vrai qu'il y a des départements qui ont beaucoup d'expertise et ils vont en apporter en langue fond, en langue bâtonnou. Ce sont des langues très avancées en matière de recherche. Et aussi au niveau de la gouvernance, la gestion de ces centres. La réflexion se poursuit. Voilà ce qu'on pourrait dire sur cette question. Disons, il nous reste quelques secondes. Je vais vous laisser nous faire sortir de cet entretien. Ça, c'est un privilège que vous m'accordez. Je vous remercie. Non, la satisfaction est là que les réformes initiées par le président de la République, M. Patrice Talon, ces réformes portent leurs fruits. Et l'autre leçon que je tire, ça c'est une citation du chef de l'État et c'est une invitation à tout le peuple béninois pour leur dire que nous sommes sur la bonne voie. Je cite: « Ces performances ne sont pas le fruit du hasard. Elles relèvent bien de nos efforts collectifs et je voudrais en partager le mérite avec toute la nation entière. » Fin de citation. Monsieur Patrice Talon, président de la République du Bénin, message au peuple béninois le 21 décembre 2023. Vous comprenez que dans la paresse, l'indolence, l'indiscipline, on ne peut pas obtenir des performances. Ce qu'il faudrait, c'est le travail collectif. L'adhésion aux réformes. Vous avez vu depuis une semaine l'enthousiasme, la joie que ces résultats ont semé dans le cœur de nos apprenants, de nos enfants, dont la nation est contente. Et quand vous voyez le processus, la mobilisation générale, vous avez vu les mairies, les préfectures, les ONG, tout le monde contribuait financièrement, matériellement à l'organisation des cours de renforcement, ce qu'on appelle TD. C'est tout ça là qui contribue à l'amélioration des résultats. Donc, en termes clairs, nous sommes sur la bonne voie. Le dynamisme et la dynamique qui caractérisent la gestion et la gouvernance du régime de la rupture nous confortent
dans le choix fait que nous sommes sur la bonne voie et la dynamique va se poursuivre. Le Bénin sur la voie du développement durable parce que les fondements sont solides. Merci au chef de l'État, M. Patrice Talon. Merci à tout son gouvernement. Merci au Parlement, à toutes les institutions de la République. Merci au peuple béninois. Et merci à tous les peuples et frères et amis du Bénin et toutes les institutions nationales et internationales et qui investissent dans l'éducation. C'est une machine lourde. Vous verrez même l'engagement politique. Le budget de notre ministère connaît une hausse d'année en année en lien avec l'ambition du gouvernement qui nous conduit vers le bon port avec la rigueur, la méthode, le suivi, l'évaluation constante et surtout le courage d'affronter les défis. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu dans la position de directeur de cabinet. J'ai beaucoup appris en méthode, en stratégie et il faut de la rigueur dans la vie. Nous sommes à l'image des pays développés qui sont arrivés à ce niveau par leur discipline et leur rigueur. Donc c'est une exhortation à mes compatriotes qu'on accompagne cette dynamique-là, impulsée par notre chef d'État. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Mesdames et messieurs, nous sommes au bout de cet entretien. Nous avions à table monsieur Garba Ayouba, directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, inspecteur de l'enseignement secondaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes revenus quelque peu spécifiquement sur l'examen du BEPC session de juin 2024, les chiffres qui en ont été issus. Nous avons abordé la condition des AME. Nous avons parlé de ces lycées techniques à venir. Nous avons fini par l'alphabétisation, mais surtout nous sommes revenus sur le vent de réforme qui souffle également sur ce sous-secteur et tout ce qui a été accompli ici et là jusqu'à maintenant. Merci d'être resté en notre compagnie. Dimanche, ces politiques se poursuivent. Merci, monsieur le journaliste. Merci à vous.